Imaginez un monde où la France n'existe pas. Un monde où l'Europe, telle que vous la connaissez, a été effacée de la carte il y a plus de 1000 ans. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est le destin qui nous attendait tous, à un cheveu près. Si l'histoire avait pris un autre tournant, ce n'est pas le français que vous parleriez aujourd'hui, et les clochers de nos cathédrales n'auraient jamais percé le ciel, comme l'a écrit un célèbre historien, sans la fureur d'un seul jour de combat. On enseignerait peut-être aujourd'hui le Coran dans les universités d'Oxford et de la Sorbonne. En l'an 732, une ombre gigantesque s'étendait sur le monde connu. Une machine de guerre invincible, venue du désert, avait déjà englouti la Perse, l'Égypte, le Maghreb et l'Espagne. Rien ne leur résistait. Les plus grandes armées, les plus fières citadelles, tout était balayé comme des fétus de paille dans un ouragan de feu et d'acier. Le califat omeyyade n'était pas juste une armée en campagne. C'était la superpuissance absolue de son époque. Un empire qui s'étendait de l'Indus aux Pyrénées. Ils avaient conquis plus de territoires en un siècle que l'Empire romain en 800 ans. C'était une vague de fond qui semblait ne jamais devoir s'arrêter. Et maintenant, leur regard avide était tourné vers le nord, vers les plaines fertiles de la Gaule, vers nous, vers le dernier rempart de l'Occident chrétien. Selon toute logique militaire, selon tous les pronostics rationnels, l'Europe était condamnée. Elle était faible, divisée, ruinée. Elle était à l'article de la mort. Mais sur une route oubliée, quelque part entre Poitiers et Tours, le destin du monde s'est heurté à un obstacle imprévu. Pas un empereur puissant, pas une légion romaine disciplinée, mais un homme, un chef de guerre illégitime, un bâtard méprisé par sa propre famille, que l'histoire allait bientôt surnommer le marteau. Ce jour-là, face à la cavalerie la plus redoutable de la planète, 20 000 Francs ont formé un mur de boucliers si dense, si froid et si terrifiant que les chroniqueurs arabes eux-mêmes les ont décrits avec effroi. Ils parlèrent d'un mur de glace que rien ne pouvait briser. Oubliez ce qu'on vous a appris à l'école sur une simple escarmouche. Ce qui s'est joué ce jour-là n'était rien de moins que la survie de notre civilisation. C'est l'histoire brutale, sanglante et glorieuse de l'affrontement qui a forgé l'âme de la France. Voici comment un seul homme a transformé des barbares en une armée de titans. Bienvenue sur l'héritage de fer. Préparez-vous, car nous plongeons maintenant au cœur des ténèbres, là où la légende de Charles Martel a commencé. Pour comprendre l'ampleur du miracle qui allait se produire, il faut d'abord regarder le monstre dans les yeux. Il faut comprendre ce qu'était le califat omeyyade au 8e siècle. Imaginez une force qui combine le fanatisme religieux le plus pur avec une technologie militaire de pointe et une logistique impériale digne de la Rome antique, à son apogée. Depuis la mort de leur prophète, un siècle plus tôt, les cavaliers d'Allah n'avaient connu que la victoire. Ils avaient brisé l'empire perse sassanide, une superpuissance vieille de 4 siècles, comme on brise du verre. Ils avaient amputé l'empire byzantin de ses provinces les plus riches. Ils avaient traversé les déserts d'Afrique du Nord, convertissant les tribus berbères, non pas par la parole seule, mais par l'épée. Et en 711, ils avaient franchi le détroit de Gibraltar. L'Espagne wisigothe, un royaume fier et guerrier, s'était effondré en une seule bataille. Une seule, c'est dire la puissance de choc de cette armée. En moins de 20 ans, la péninsule ibérique était devenue Al-Andalus, une province riche, sophistiquée, mais surtout une base avancée pour la prochaine étape de la conquête, le cœur de l'Europe. Le gouverneur de cette nouvelle province, Abd al-Rahman al-Ghafiqi, n'était pas un simple pillard.
C'était un administrateur brillant et un général redoutable, un homme qui avait la faveur du calife de Damas. Il ne regardait pas vers le nord pour rafler quelques calices en or ou du bétail. Il regardait vers le nord pour étendre la maison de l'islam jusqu'à la mer du Nord. Il savait que l'Europe était faible. Il savait que le fruit était mûr, prêt à tomber dans sa main. Et il avait raison. Si vous aviez survolé la Gaule au début du 8e siècle, vous n'auriez pas vu la France glorieuse de Louis XIV ou de Napoléon. Vous auriez vu un champ de ruines politiques. Le glorieux royaume des Francs, fondé par Clovis, n'était plus que l'ombre de lui-même. La dynastie mérovingienne agonisait. Les rois n'étaient plus que des pantins, les fameux rois fainéants, des adolescents maladifs sans pouvoir, manipulés par leur mère du palais, qui s'entretuaient pour les miettes du pouvoir. Le royaume était morcelé, déchiré par des guerres civiles incessantes, entre la Neustrie à l'ouest, l'Austrasie à l'est et l'Aquitaine au sud, qui jouait sa propre partition d'indépendance. Il n'y avait pas d'armée nationale, il n'y avait pas de trésor public, il n'y avait pas d'unité. C'était le chaos absolu, une proie facile pour le prédateur, qui attendait derrière les Pyrénées. C'est dans ce chaos qu'a émergé l'homme providentiel, Charles. Il n'était même pas censé régner. Il était le fils illégitime de Pépin de Herstal, le puissant maire du palais d'Austrasie. À la mort de son père, Charles avait été emprisonné par sa propre belle-mère, Plectrude, qui voulait voir ses propres petits-fils sur le trône. L'histoire de Charles aurait dû s'arrêter là, oubliée, pourrissant dans une geôle humide de Cologne. Mais Charles n'était pas un homme qui se laissait dicter son destin. Il s'est évadé. Il a rallié une poignée de fidèles et il a commencé une ascension foudroyante, une guerre civile brutale contre sa propre famille et contre les nobles qui le méprisaient. C'est durant ces années de guerre civile, bien avant Poitiers, que Charles a forgé son génie militaire. Il a appris à se battre en infériorité numérique. Il a appris la valeur de la surprise, de l'attaque nocturne, de la mobilité. Il a vaincu tous ses rivaux, un par un, avec une brutalité méthodique. En 717, il était maître de l'Austrasie. En 719, il soumettait la Neustrie. Il réunifiait le royaume des Francs par la force de son poignet. Mais Charles voyait plus loin que les nobles de son temps. Il regardait vers le sud. Il écoutait les rumeurs terrifiantes qui venaient d'Espagne. Il savait que la tempête arrivait. Et il savait que les levées paysannes traditionnelles, ces fermiers qu'on armait d'une fourche et d'un bouclier en bois, le temps d'une campagne d'été, ne tiendraient n'est pas une seconde face à la cavalerie lourde arabe. Pour vaincre l'invincible, Charles devait créer l'impensable, une armée professionnelle. Des soldats de métier qui ne feraient que ça, s'entraîner, marcher, combattre. Des hommes capables de tenir une formation sous une pluie de flèches, des hommes capables de regarder la mort en face sans ciller. Mais une telle armée coûte une fortune. Il faut payer l'équipement, les vivres, l'entraînement, les soldes, été comme hiver. Où trouver cet argent dans un royaume ruiné? Charles a alors pris une décision qui a failli lui valoir l'excommunication et la haine éternelle du clergé. Il a osé toucher au sacré. Il a saisi les terres de l'Église. Il a fondu les trésors des abbayes pour payer l'acier de ses soldats. Les évêques l'ont traité de voleur, d'antéchrist. Charles s'en moquait. Il savait qu'il valait mieux une église pauvre dans une Europe chrétienne qu'une église riche réduite en cendres par les infidèles. Il a troqué l'or des prêtres contre le fer des guerriers. C'était un pari fou, un pari blasphématoire, mais c'était le prix de la survie.
Pendant que Charles forgeait son instrument de guerre dans le nord, au sud, le barrage cédait. Au printemps 732, Abd al-Rahman a lancé l'offensive totale. Ce n'était pas un raid, c'était une migration armée. Des dizaines de milliers de soldats, accompagnés de leurs familles, de colons, de bétail. Ils franchirent les cols des Pyrénées comme un torrent de lave. Le premier obstacle sur leur route était le duc Eudes d'Aquitaine. Eudes était un grand guerrier. Il avait même réussi à repousser une première invasion 11 ans plus tôt à Toulouse. Mais cette fois, la marée était trop haute. La cavalerie omeyyade a déferlé sur l'Aquitaine. Bordeaux, l'une des villes les plus riches de Gaule, fut prise d'assaut. Les chroniques de l'époque décrivent le massacre avec horreur. Les églises brûlées, les hommes passés au fil de l'épée, les femmes et les enfants réduits en esclavage. Le butin était tel que, dit-on, chaque soldat arabe croulait sous le poids de l'or et des pierres précieuses. L'armée du duc Eudes fut anéantie lors de la bataille de la Garonne. C'était un carnage. Eudes lui-même, blessé, humilié, n'eut d'autre choix que de fuir. Imaginez la scène. Ce duc fier, qui avait passé sa vie à combattre les Francs du Nord pour préserver son indépendance, chevauchant à bride abattue vers ses anciens ennemis pour mendier de l'aide. Il savait qu'il n'y avait plus qu'un seul homme en Europe capable d'arrêter l'apocalypse. Eudes arriva à la cour de Charles, la tête basse. Il supplia le bâtard de venir à son secours. C'est un moment pivot de l'histoire. Charles aurait pu laisser son rival se faire écraser. Il aurait pu attendre que les Arabes s'épuisent en Aquitaine, pour ensuite ramasser les morceaux. C'est ce qu'aurait fait un politicien cynique. Mais Charles était un visionnaire. Il savait que si l'Aquitaine tombait définitivement, la base arrière des Omeyyades ne serait plus Cordoue, mais Bordeaux. Et de là, il pourrait frapper Paris, Cologne et au-delà. Il savait que le temps des querelles intestines était révolu. Il accepta d'aider Eudes, mais à une seule condition. Une condition terrible pour le fier duc d'Aquitaine, la soumission totale. Eudes devait prêter serment d'allégeance. L'Aquitaine devait revenir dans le giron franc. Eudes accepta. Il n'avait pas le choix. La machine de guerre franque s'ébranla. Mais Charles ne se précipita pas. Contrairement aux chevaliers impétueux qui viendraient des siècles plus tard, Charles était un stratège froid. Il savait que l'ennemi était supérieur en nombre et en mobilité. La cavalerie arabe était rapide, légère, mortelle. Si les Francs combattaient en terrain découvert, ils seraient encerclés et massacrés. Charles devait choisir le terrain. Il devait forcer l'ennemi à combattre selon ses règles à lui. Il savait où Abd al-Rahman allait. L'objectif des Omeyyades n'était pas un secret. Il remontait vers le nord, le long des vieilles voies romaines, pillant tout sur leur passage. Et le plus gros trésor de la chrétienté occidentale se trouvait sur leur route, l'abbaye de Saint-Martin de Tours. C'était la banque spirituelle et financière du royaume. Abd al-Rahman ne pouvait pas l'ignorer. C'était un aimant irrésistible. Alors, Charles a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a déplacé son armée de fantassins lourds avec une discrétion et une rapidité stupéfiantes. Il a évité les grandes routes surveillées par les éclaireurs arabes. Il a fait marcher ses hommes à travers les forêts denses, les chemins de boue, sous la pluie d'octobre. Il voulait l'effet de surprise totale. Il voulait être là où personne ne l'attendait. Imaginez l'armée d'Abd al-Rahman. Il remonte vers le nord, ivre de victoire, alourdi par des chariots pleins de butin. Ils se sentent invincibles. Ils ont écrasé les Wisigoths, ils ont écrasé les Aquitains. Qui oserait se dresser contre eux? Pour eux, les Francs ne sont que des barbares du nord, lents et mal équipés. Ils avancent vers Poitiers, puis vers Tours.
La route semble ouverte, et soudain, le choc. Nous sommes en octobre 732. Les éclaireurs arabes reviennent au galop vers la tente d'Abd al-Rahman, le visage blême. La route de Tours est bloquée. Là, sur une colline boisée, au confluent de la Klein et de la Vienne, quelque chose leur barre le passage. Ce n'est pas une armée en désordre comme celle qu'ils ont massacrée jusqu'ici. Ce qu'ils voient, c'est une ligne sombre, immobile, silencieuse. Des milliers d'hommes, épaule contre épaule, pas de cavalerie pour parader. Juste une masse compacte d'infanterie lourde. Des hommes grands, robustes, vêtus de cottes de mailles et de casques de fer, portant de lourds boucliers et de longues lances. Ils ne crient pas, ils ne bougent pas, ils attendent, ils sont positionnés en hauteur et surtout, ils sont adossés à une forêt dense qui empêche tout contournement par la cavalerie. Charles a réussi sa manœuvre, il a choisi le terrain. Il a forcé l'ennemi à venir s'écraser sur lui. Abd al-Rahman, confiant, ne s'inquiète pas outre mesure. Il a déjà vu des armées chrétiennes. Il sait qu'elles paniquent vite face à la charge furieuse de ses cavaliers. Il pense qu'il suffit de montrer les dents pour que ces barbares s'enfuient. Il ne sait pas encore qu'il ne fait pas face à une armée ordinaire. Il fait face à des vétérans qui ont passé 10 ans à faire la guerre sous les ordres d'un génie. Il fait face à des hommes qui savent que derrière eux, il n'y a plus rien. S'ils tombent, leurs femmes, leurs enfants, leurs terres, tout sera perdu. Ils sont le dernier rempart. Les deux armées se font face. C'est le calme avant la tempête. Un silence lourd, oppressant, pèse sur la plaine. D'un côté, l'Orient conquérant, rapide, brillant, sûr de sa foi et de sa force. De l'autre, l'Occident acculé, lourd, sombre, déterminé à vendre chèrement sa peau. Pendant 7 longs jours, personne ne bouge. C'est une guerre des nerfs. Abd al-Rahman attend que Charles descende de sa colline pour l'écraser en plaine. Charles, imperturbable, reste vissé sur sa position. Il sait que l'hiver approche. Il sait que les Arabes, habitués au climat chaud, souffrent déjà du froid humide de l'automne français. Il sait qu'ils ont des problèmes de ravitaillement. Le temps joue pour lui. Chaque jour qui passe renforce la détermination des Francs et sème le doute chez les envahisseurs. Les escarmouches se multiplient. Les archers s'échangent des flèches mortelles. Mais la ligne franque ne bouge pas d'un pouce. Abd al-Rahman commence à comprendre qu'il a commis une erreur. Il a sous-estimé son adversaire, mais il ne peut plus reculer. Sa réputation est en jeu, la foi de ses hommes est en jeu. Et surtout, l'avidité pour le trésor de Tours est trop forte. Il doit briser ce verrou, il doit détruire cet obstacle. Au 7e jour, alors que le soleil se lève sur une plaine gelée par le givre, Abd al-Rahman prend sa décision. Il rassemble son élite, la fine fleur de la cavalerie arabe et berbère, des guerriers qui ont conquis la moitié du monde. Il va lancer une charge qui fera trembler la terre. Il va pulvériser cette ligne d'infanterie comme il l'a toujours fait. Il donne l'ordre. Les tambours de guerre résonnent. Les cris d'Allah Akbar montent vers le ciel. La terre se met à trembler sous les sabots de milliers de chevaux. La vague noire s'élance à l'assaut de la colline. La bataille pour l'âme de l'Europe vient de commencer. Le fracas de l'impact fut assourdissant. Imaginez des tonnes de muscles et d'acier percutant un mur humain à pleine vitesse. Le son du fer contre le fer, les cris des hommes, les hennissements de terreur des chevaux, tout cela se fondit dans un vacarme infernal qui résonna à des kilomètres à la ronde. Normalement, une telle charge brise n'importe quelle infanterie. La peur, l'instinct de survie, pousse les hommes à s'écarter, à fuir. C'est ce que les cavaliers d'Abd al-Rahman attendaient. C'est ce qu'ils avaient vu 1000 fois. Mais ce jour-là,
l'impossible se produisit. La ligne ne rompit pas. Les lances franques, longues et lourdes, étaient plantées dans le sol, formant une haie de pointes acérées. Les boucliers se chevauchaient, créant une carapace impénétrable. Les chevaux s'empalaient. Les cavaliers étaient désarçonnés avant même de pouvoir frapper. Et ceux qui parvenaient au contact se heurtaient à des hommes qui ne reculaient pas d'1 millimètre. Ils frappaient avec leurs haches, leurs épées lourdes, taillant dans la chair et l'os avec une fureur méthodique. C'est ici que la légende prend tout son sens. La chronique Mozarabe, écrite peu après la bataille par un auteur anonyme, vivant sous domination arabe en Espagne, nous a laissé cette image saisissante, presque surnaturelle. Les hommes du Nord demeuraient immobiles comme un mur. Ils semblaient être une zone de glace que rien ne pouvait dégeler, et ils tuaient les Arabes à coups d'épée. Une zone de glace, l'image est puissante. Elle décrit non seulement la solidité physique des Francs, mais aussi leur discipline mentale. Face au feu et à la passion des assaillants, ils opposaient une froideur mortelle. Charles était partout. Il ne restait pas en arrière, il était au cœur de la mêlée, hurlant ses ordres, ralliant ses hommes là où la ligne semblait faiblir. Sa présence galvanisait les troupes. Ils savaient que leur chef partageait le même danger, qu'il respirait le même air saturé de sang et de poussière. Vague après vague, la cavalerie omeyyade revenait à la charge. Ils tentaient de percer au centre, puis sur les flancs. Ils lançaient leurs javelots. Ils faisaient pleuvoir des flèches. Mais le mur de boucliers se refermait aussitôt, comme une créature vivante qui cicatrise instantanément. Les cadavres s'empilaient devant la ligne franque, formant une barricade macabre qui ralentissait encore plus les charges suivantes. Les Arabes commençaient à s'épuiser. Leurs chevaux étaient fatigués, leurs sabres s'émoussaient sur les côtes de mailles franques. Le doute, ce poison insidieux, commençait à s'infiltrer dans les cœurs des envahisseurs. Ils n'avaient jamais vu ça. Ces géants du Nord étaient des démons. Ils ne se battaient pas comme des hommes normaux. Mais Abd al-Rahman n'était pas prêt à abandonner. Il savait que s'il parvenait à briser la formation, ne serait-ce qu'en un point, tout le dispositif s'effondrerait. Il rassembla ses dernières réserves pour un assaut final, brutal, désespéré. Il se jeta lui-même dans la bataille, cherchant à percer vers Charles, espérant qu'en tuant le chef, il tuerait la bête. La pression sur la ligne franque devint insoutenable. À certains endroits, les Francs combattaient 1 contre 3. La sueur et le sang aveuglaient les yeux. Les bras étaient tétanisés par l'effort de lever encore et encore le bouclier et l'épée. C'est à ce moment précis, au paroxysme de la violence, que le génie stratégique de Charles se révéla dans toute sa splendeur. Il avait gardé une carte dans sa manche, une carte que personne n'avait vue venir. Avant la bataille, Charles avait envoyé un détachement d'éclaireurs, mené peut-être par le duc Eudes lui-même, contourner le champ de bataille à travers les bois. Leur mission n'était pas d'attaquer l'armée ennemie de dos, ce qui aurait été suicidaire vu leur petit nombre. Non. Leur mission était bien plus vicieuse, bien plus psychologique. Ils devaient s'attaquer à ce que les Arabes avaient de plus précieux, leur butin. Le campement omeyyade, situé à quelques kilomètres en arrière, regorgeait des richesses pillées à Bordeaux et dans toute l'Aquitaine. C'étaient des mois de rapine, l'avenir et la fortune de chaque soldat qui se battait sur le champ de bataille. Soudain, au milieu des clameurs du combat, une rumeur commença à courir dans les rangs arabes, se propageant comme une traînée de poudre. Ils pillent le camp, ils volent notre or. L'effet fut immédiat et dévastateur. Pour une armée composée en partie de tribus et de volontaires,
motivés par l'appât du gain. C'était la panique absolue. Que valait la victoire si on perdait tout ce qu'on avait gagné? Des groupes entiers de cavaliers cessèrent le combat, tournant bride pour galoper vers l'arrière et protéger leurs biens. Ce qui commença comme un mouvement isolé devint rapidement une hémorragie. Abd al-Rahman vit ces lignes se désagréger sous ses yeux. Il hurla, il supplia, il tenta de rallier ses hommes, de leur expliquer que c'était une ruse, qu'ils devaient rester et finir le travail. Mais c'était trop tard. La discipline s'était volatilisée. La structure de l'armée omeyyade, si redoutable en attaque, se révéla fragile dans l'adversité. Voyant le chaos chez l'ennemi, les Francs comprirent que le moment était venu. Le mur de glace se mit en mouvement. Pour la première fois de la journée, la ligne franque avança. Ce n'était pas une charge désordonnée, mais une avancée inexorable, pesante, écrasante, comme un rouleau compresseur. Charles donna l'ordre. Les Francs frappèrent les unités arabes désorganisées qui restaient encore sur le terrain. Abd al-Rahman se retrouva isolé, encerclé par une marée de guerriers francs. Il combattit bravement, mais il n'avait aucune chance. Il tomba, percé de lances, piétiné dans la boue et le sang, au milieu de ses hommes en déroute. La mort du général fut le coup de grâce. La nouvelle se répandit instantanément. Le gouverneur est mort. La retraite se transforma en débandade. Les survivants fuirent vers leur campement, poursuivis par les cris de victoire des Francs. Mais Charles, fidèle à sa discipline de fer, ne laissa pas ses hommes se disperser pour la poursuite. Il savait que les Arabes étaient encore nombreux et dangereux. Il savait qu'une contre-attaque surprise pouvait transformer sa victoire en désastre. Il ordonna à ses troupes de tenir la position, de se reformer et de passer la nuit sur le champ de bataille, l'arme au poing. La nuit tomba sur la plaine de Poitiers, une nuit froide, hantée par les gémissements des blessés. Les Francs restèrent éveillés, s'attendant à une nouvelle attaque au petit matin. Ils avaient tenu bon, mais à quel prix? Ils étaient épuisés, meurtris. Ils regardèrent vers les tentes arabes au loin, où des feux brûlaient encore. Ils se préparaient à mourir le lendemain. Mais le lendemain matin, un silence étrange régnait. Pas de son de trompette, pas de prière à l'aube, pas de mouvement. Charles envoya des éclaireurs observer le camp ennemi. Ils revinrent avec une nouvelle incroyable. Le camp était vide. Les tentes étaient là. Les vivres étaient là. Une partie du butin était même abandonnée. Mais les hommes avaient disparu. Profitant de la nuit, l'armée omeyyade, privée de son chef et démoralisée par la résistance inhumaine des Francs, avait plié bagage. Ils avaient fui vers le sud, vers l'Espagne, aussi vite que leurs chevaux pouvaient les porter. C'était fini. L'invasion était brisée. C'est à ce moment précis, contemplant le champ de bataille jonché de cadavres et le camp ennemi abandonné, que Charles cessa d'être simplement Charles, le maire du palais. C'est là, dans la boue de Poitiers, qu'il devint véritablement Martel, celui qui frappe comme le marteau, celui qui écrase. Ce surnom n'était pas qu'une métaphore poétique. Il reflétait la brutalité et la puissance de choc qu'il avait su insuffler à son armée. Il avait forgé une arme capable de briser l'acier le plus dur. La nouvelle de la victoire se répandit comme une onde de choc à travers toute la chrétienté et jusqu'à Damas. Pour la première fois, l'expansion de l'islam en Occident avait été stoppée net, non pas ralentie, mais arrêtée. Le mythe de l'invincibilité arabe était mort ce jour-là. Les Francs avaient non prouvé qu'ils pouvaient non seulement résister, mais vaincre la plus grande puissance militaire du monde.
Mais ne croyez pas que tout s'est arrêté comme par magie en 732, dit Sean. La guerre a continué. Les Arabes sont revenus. Ils ont pris Arles, Avignon. Charles a dû redescendre dans le sud, encore et encore, appliquant la même méthode implacable, repoussant l'ennemi ville après ville, année après année, jusqu'à sa mort. Poitiers n'était pas la fin de la guerre, c'était le tournant. C'était le moment où la dynamique s'est inversée. Avant Poitiers, l'Europe était une proie. Après Poitiers, elle est devenue une forteresse. Cette victoire a eu des conséquences qui dépassent l'entendement. Elle a légitimé la prise de pouvoir de la famille de Charles. Son fils, Pépin le Bref, deviendra roi des Francs, et son petit-fils, sera Charlemagne, sans le marteau, pas d'empereur à la barbe fleurie. Sans cette armée professionnelle forgée dans la douleur, pas de conquête de la Saxe, pas d'empire carolingien, pas de renaissance intellectuelle. Toute la structure de l'Europe médiévale, toute la féodalité, repose sur les fondations posées ce jour-là. Charles Martel n'a pas seulement sauvé le passé chrétien, il a rendu possible le futur de l'Occident. Cependant, il y a une ironie tragique dans cette histoire. Charles, le sauveur de la chrétienté, a longtemps été mal aimé par l'Église de son temps. Rappelez-vous, il avait volé leurs terres pour payer ses soldats. Pendant des siècles, certains moines ont même écrit qu'il brûlait en enfer pour ses crimes contre les biens ecclésiastiques. Quelle ingratitude! Ils avaient oublié que sans ce vol, leurs monastères auraient été transformés en écuries et leurs bibliothèques réduites en cendres. Charles a accepté d'être le méchant de l'histoire religieuse pour pouvoir être le héros de l'histoire tout court. Il a sacrifié sa réputation pour assurer notre survie. Aujourd'hui, quand on regarde une carte de l'Europe, on voit des frontières, des nations, une culture distincte. Tout cela tient à un fil, à la volonté d'un homme qui a refusé de plier le genou, à la discipline de 20 000 anonymes qui ont tenu un mur de bouclier face à l'apocalypse. Ils ne se battaient pas pour la démocratie, ni pour la liberté au sens moderne. Ils se battaient pour leur terre, pour leur Dieu et pour leur chef. Et ce faisant, ils nous ont offert le privilège d'exister. Mais l'histoire ne s'arrête pas, au silence qui retomba sur le champ de bataille. Ce que Charles Martel a accompli va bien au-delà d'une simple victoire militaire, aussi éclatante soit-elle. Il a opéré une révolution mentale. Jusqu'alors, les royaumes barbares qui avaient succédé à Rome n'étaient que des tribus glorifiées, instables et fragiles. En créant cette armée permanente, cette force professionnelle, financée par l'État, même si cet État devait pour cela dépouiller l'Église, il a posé la première pierre de la France moderne. Il a compris avant tout le monde que la puissance ne réside pas dans le nombre, mais dans l'organisation. Il a inventé l'idée que la défense du territoire était une mission sacrée, supérieure aux intérêts particuliers, supérieure même aux privilèges du clergé. C'était la naissance de l'État guerrier, centralisé et implacable. Regardez l'héritage direct de cette décision. Les guerriers qui ont combattu à Poitiers, ces hommes en cotte de maille qui ont tenu la ligne, qui étaient-ils? C'étaient les ancêtres directs de la chevalerie française. Pour payer leur équipement et leur entretien, Charles leur a distribué les terres confisquées. En échange de la terre, le service militaire à cheval devint obligatoire. C'est le système du bénéfice qui deviendra le fief. Sans le savoir, en cherchant simplement à survivre face aux Arabes, Charles Martel a inventé la féodalité. Il a créé cette caste de guerriers professionnels qui allait dominer l'Europe pendant 1000 ans. Les chevaliers qui partiront en croisade 4 siècles plus tard, les héros de la guerre de 100 ans,
les compagnons de Jeanne d'Arc, tous sont les héritiers spirituels et militaires des vétérans de Poitiers. Le marteau n'a pas seulement brisé une invasion. Il a coulé le moule dans lequel l'Europe allait se solidifier. Il faut aussi mesurer l'impact psychologique colossal de cet événement sur le monde musulman. Jusqu'à Poitiers, l'expansion de l'islam semblait être une volonté divine irrésistible. Allah donnait la victoire à ses fidèles. C'était une certitude théologique. La défaite de Poitiers a été un choc traumatique. Elle a marqué la limite géographique de l'expansion. Les chroniqueurs arabes ont appelé cet endroit Balat al-Shuhada, l'allée des martyrs. Pour eux, c'était la fin du rêve de conquête, universelle vers le nord-ouest. Ils ont compris que par-delà les Pyrénées vivait un peuple de fer, trop dur à briser, trop coûteux à soumettre. Ils se sont repliés sur l'Espagne, où ils allèrent créer une civilisation magnifique, certes, mais une civilisation contenue. La France était devenue le mur indépassable. Et que dire de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie? Si la France était tombée, qui aurait pu les défendre? L'Angleterre était divisée en petits royaumes saxons qui luttaient à peine contre les Vikings. L'Allemagne n'était qu'une forêt de tribus païennes. L'Italie était fragmentée. La France était le verrou. Une fois le verrou sécurisé par Martel, c'est toute l'Europe qui a pu respirer. C'est grâce à cette sécurité retrouvée que les moines ont pu copier les manuscrits, que les villes ont pu renaître, que les universités ont pu voir le jour des siècles plus tard. La Renaissance, les Lumières, la révolution industrielle, tout ce qui fait la spécificité de la civilisation occidentale a pu germer parce qu'un jour, un mur de bouclier a protégé le jardin contre la tempête. Pourtant, aujourd'hui, qui célèbre Charles Martel? Son nom est souvent murmuré avec gêne ou récupéré politiquement, ce qui obscurcit sa véritable grandeur historique. On a peur de célébrer un guerrier, un homme de violence. On préfère les figures plus consensuelles, plus douces. Mais l'histoire n'est pas douce. L'histoire est brutale. Et la liberté dont nous jouissons, le luxe de pouvoir critiquer notre propre passé, nous le devons à des hommes qui n'avaient pas peur de se salir les mains avec le sang de l'ennemi. Charles n'était pas un enfant de cœur. C'était un chef de guerre impitoyable, un politicien machiavélique, un spoliateur d'église. Mais c'était l'homme qu'il fallait, au moment où il le fallait. Il a pris sur ses épaules le poids du destin d'un continent. Il est temps de redonner à Charles Martel la place qui lui revient, non pas celle d'un simple chef barbare, mais celle d'un titan fondateur. Il est le père de l'Europe carolingienne, le grand-père de l'Europe moderne. Il est la preuve vivante que la fatalité n'existe pas, qu'une invasion, aussi puissante soit-elle, peut être arrêtée par la volonté, l'intelligence et le courage. Il nous rappelle que la France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle est dos au mur, lorsqu'elle doit puiser dans ses réserves de bravoure pour étonner le monde. Imaginez un instant ce que serait notre mémoire collective si Charles avait perdu. Nous ne serions pas là pour en parler. Nos ancêtres auraient été dispersés, convertis ou réduits en servages. La langue française, ce mélange unique de latin et de germanique, n'aurait jamais existé. Notre identité aurait été effacée. Charles Martel nous a offert le plus grand des cadeaux, le droit d'être nous-mêmes. Il a tracé une ligne dans le sable et a dit « pas plus loin ». Et cette ligne est devenue notre frontière, non seulement géographique, mais culturelle et spirituelle. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de Poitiers, ne pensez pas à une vieille date poussiéreuse dans un manuel d'histoire. Pensez au bruit du fer, au froid de l'aube
à la peur au ventre de ces 20 000 hommes. Pensez à ce chef bâtard qui a osé défier l'empire le plus puissant de la terre. Et souvenez-vous que si vous êtes libre aujourd'hui, c'est parce que le marteau a frappé et qu'il n'a pas manqué sa cible. C'est dans cet héritage de fer et de feu que réside la véritable grandeur de notre nation. Une nation qui ne se définit pas par la passivité, mais par sa capacité à se dresser quand tout semble perdu. Charles Martel nous a laissé plus qu'une victoire. Il nous a laissé une leçon éternelle. La civilisation n'est pas un acquis, c'est une forteresse qu'il faut défendre chaque jour. Les empires naissent, demeurent, les menaces changent de visage, mais l'esprit de résistance, cette flamme qui a brûlé à Poitiers, doit rester intacte. Des siècles avant que Napoléon ne fasse trembler les rois d'Europe, des siècles avant que les poilus ne tiennent Verdun, un Franc a montré la voie. Il a prouvé que lorsque la France se rassemble, lorsqu'elle s'organise et qu'elle croit en elle-même, aucune force sur cette terre ne peut la submerger. Nous sommes les fils et les filles de ce mur de boucliers. Nous portons en nous, souvent sans le savoir, la mémoire de ce jour où l'Occident a failli mourir et où il a été sauvé par la fureur d'un seul peuple. Alors, souvenez-vous de Charles, souvenez-vous du marteau, car tant que nous nous souviendrons de ceux qui ont tenu la ligne ne rompra jamais. Si vous ressentez cette fierté, si vous voulez que ces histoires de gloire et de sacrifice continuent de résonner, vous avez un rôle à jouer. Rejoignez les rangs de l'héritage de fer. En devenant membre de la chaîne ou en nous soutenant sur nos plateformes, vous ne faites pas que nous aider. Vous participez à la préservation de notre mémoire commune. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous, car l'histoire est une guerre et nous ne faisons que commencer à livrer bataille.